Je vais vous présenter le conférencier de ce soir, donc c'est Emmanuel Rosenscher, né en 1952, il est physicien, il est directeur de recherche à l'ONERA. Pour son parcours, il est ancien élève de l'école polytechnique pour la promotion 1972. En 1977, il est major de l'école nationale supérieure des télécommunications. En 1978, il est docteur en mathématiques appliquées de l'université de Paris 9. En 1986, il a une habilitation à diriger des thèses en sciences physiques à l'université de Grenoble. De 1988 à 1998, il a dirigé le laboratoire de physique du laboratoire central de Thomson, CSF. Depuis 1998, il est directeur de recherche à l'ONERA et il est professeur à l'école polytechnique. Pour ses spécialités, il a effectué toute sa carrière dans le domaine des hautes technologies, microélectronique, optoélectronique, optronique et aérospatiale. Pour ses titres, en 2002, il a reçu le Fellow of the Optical Society. Pour sa bibliographie, il a publié plus de 150 articles dans le domaine des hétérostructures à semi-conducteurs, optique non linéaire, physique du laser, dans des revues telles que Nature, Science. Il est aussi l'auteur de plusieurs ouvrages, dont Optoélectronique aux éditions Masson 1998, La puce et l'ordinateur aux éditions Flammarion en 2002. Je lui cède la parole pour une 50aine de minutes, après quoi il y aura un débat avec le public. Merci. Je vous remercie d'être si nombreux ce soir et d'avoir bravé la chaleur. Donc, comme vous avez pu constater, le titre de mon exposé a changé. Il ne s'agit plus du monde quantique au travail parce que effectivement j'ai considéré que ça pouvait signifier qu'il y avait un monde quantique paresseux et ça pouvait donc vexer certains. Donc ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est donc de la mécanique quantique et je passerai particulièrement du temps à montrer comment cette discipline qui est si abstraite, si sophistiquée, et je serais tenté de dire si belle et parfois ésotérique, eh bien ma foi est à la base de révolutions technologiques qui ont changé votre vie au quotidien. Alors pour cela, je parlerai d'un certain nombre de sujets. D'abord, je vais montrer comment, en fait, la physique quantique est née de l'étude d'un composant optoélectronique. Alors, je définirai l'optoélectronique comme étant la discipline qui a trait à l'étude de l'interaction entre la lumière et les électrons dans les solides. Donc ensuite je montrerai comment est-ce que la mécanique quantique a rendu la monnaie de sa pièce à l'optoélectronique en lui fournissant des briques de base conceptuelles extrêmement puissantes à partir de laquelle un certain nombre de composants comme les détecteurs quantiques, comme les émetteurs de lumière ont pu changer votre vie quotidienne. Et ensuite je dresserai quelques nouvelles frontières mais très rapides puisque le temps nous est compté. Alors effectivement, là où tout commence en 1887. Vous connaissez, je pense pour la plupart, Rudolf Hertz, qui a notamment découvert les ondes hertziennes. Il ne s'est pas contenté de trouver cela. Avec un de ses élèves, Philippe von Lennard, il découvre l'effet photoélectrique qui va révolutionner la compréhension de notre vision du monde. Alors, et pourtant, l'expérience, quand on la voit, a l'air assez ringarde. Il s'agit de deux plaques métalliques qui sont situées dans du vide. On applique à ces plaques métalliques une différence de potentiel avec cette batterie qui symbolise donc un potentiel appliqué à ces plaques métalliques. Et puis ici, on mesure le courant qui passe dans le système. Alors évidemment, en absence d'atomes, les électrons n'ont pas de support pour passer d'une électrode à l'autre. Et donc, en appliquant une tension de la sorte, le système est isolant et ne conduit pas d'électricité. Hertz a fait ensuite une expérience dans laquelle il illumine une des plaques avec une onde rouge et il s'aperçoit que rien ne change jusqu'à ce que, par le hasard d'expérience, il illumine l'une des plaques avec une lumière bleue et à ce moment-là, il s'aperçoit qu'un courant se met à passer. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lors de l'illumination avec l'onde rouge, quelle que soit l'intensité, il avait beau envoyer des intensités colossales sur
sur la plaque métallique, rien ne se passait, alors qu'avec très peu de lumière bleue, un courant très important passait. Et les deux savants vont écrire une phrase qu'on peut trouver dans le texte, si vous lisez l'allemand, qui est en fait une des pierres fondatrices de la physique quantique. Il est écrit noir sur blanc, il semble y avoir un rapport entre l'énergie des électrons émis et la fréquence de la lumière excitatrice. Pourtant, quand on y réfléchit bien, il ne semble pas y avoir de rapport. Alors, à la même époque, un autre grand savant, que je pense que vous connaissez tous, qui s'appelle Max Planck, travaille dans un domaine qui est totalement différent. C'est celui du spectre du corps noir. Alors, quand on parle de ça, on a l'impression de quelque chose de très, très ésotérique, de spectre, mais il s'agit de quelque chose de beaucoup plus simple. Il s'agit d'étudier la lumière qui est émise par des corps chauffés. Vous savez bien que du fer, si vous le chauffez par exemple à 700 degrés, il va devenir rouge, puis à plus haute température, il va devenir jaune, puis blanc. Et donc Max Planck étudie avec d'autres d'ailleurs cette correspondance qu'il y a entre le maximum, alors j'ai représenté ici le maximum d'émissions de lumière de n'importe quoi en fonction donc de ça peut être du fer, ça peut être ce que vous voulez, en fonction donc de la longueur d'onde émise, par exemple à 300 degrés Kelvin, à 27 degrés Celsius, vous à l'heure actuelle vous émettez comme des bêtes des émissions à 10 microns. D'accord. En revanche, à 1000 degrés Kelvin, eh bien, vous voyez que ça s'est déplacé. À 5000 degrés Kelvin, par exemple, température du Soleil, on est du côté de 2 microns. Cette correspondance entre la température du corps noir et la lumière émise par ce corps noir va littéralement rendre fou toute une génération de physiciens qui n'arrivent pas à expliquer cela. Max Planck, donc dans cette célèbre déclaration à la Société allemande de physique au début du XXe siècle, dit pour y arriver, je suis obligé d'imaginer que les photons, que la lumière, je vais trop vite, que la lumière arrive en paquet d'énergie, qu'elle est délivrée en paquet d'énergie, et que chaque paquet d'énergie, eh bien ma foi, est relié à la fréquence de la lumière de façon linéaire, c'est-à-dire que l'énergie de chaque grain d'énergie est le produit de la fréquence de la lumière par une constante. Cette constante, vous voyez, est très petite, quelques 10-34 joules par seconde. On est dans la physique quantique, on est dans la physique microscopique, des effets microscopiques, et donc on obtient une constante extrêmement faible. Évidemment, Max Planck n'a pas la moindre idée de ce que signifie. Il sait qu'il a fait une très grande découverte, ça, il en est absolument persuadé, mais il n'a pas la moindre idée de ce que signifie ces quantums, puisque c'est lui qui va utiliser le mot de quantum d'énergie. Alors, il faut imaginer qu'on est donc au début du XXe siècle. Lord Kelvin fait son célèbre discours inaugural du XXe siècle à la Société anglaise de physique. La physique est triomphante. La lumière, Maxwell a prouvé que c'est une onde électromagnétique. Et Lord Kelvin peut déclarer, donc au début du XXe siècle, toute la physique est constituée. Il ne reste plus que quelques petits phénomènes incompris, tout à fait secondaires. Parmi ces deux phénomènes, il y a le spectre du corps noir et la cellule photoélectrique, donc l'effet photoélectrique. Comme quoi, il se gardait une poire pour la soif. Eh bien, ces deux phénomènes, pour paraphraser le type de style d'Albert Einstein, ces deux phénomènes, Albert Einstein va montrer qu'il s'agit d'un seul et même phénomène, c'est celui de la dualité onde-corpuscule. Donc l'hypothèse absolument révolutionnaire d'Albert Einstein, c'est que la lumière dont on venait de montrer que c'était une onde, il y avait eu Maxwell, il y avait eu Fresnel, dont on venait de montrer que c'était une onde, eh bien on va dire c'est aussi une particule, c'est et une onde et une particule. Chaque particule charriant, véhiculant une quantité d'énergie bien précise. Et alors, donc ce que j'ai représenté ici, vous voyez bien ce diagramme. Ce diagramme, vous allez le voir tout le temps maintenant. C'est un diagramme, ce qu'on appelle un diagramme de bande d'énergie, qui est une trouvaille d'Albert Einstein, dans lequel on voit l'énergie des électrons en fonction de leur position. Ici, ils sont dans le métal. Ici, ils sont dans le vide. Alors évidemment, lorsque les électrons sont dans le métal, ils sont piégés par le métal, sinon ils partiraient dans le vide, dans ce qu'on appelle le potentiel d'oxydation. Donc les électrons sont retenus par le potentiel du métal, et ils ont une certaine barrière de potentiel pour le quitter. L'hypothèse d'Albert Einstein est de dire, la lumière est constituée de particules, chaque particule a une énergie,
Et par exemple, si c'est une onde rouge, eh bien l'énergie de chaque particule rouge, c'est Hf, hein, H la constante de Planck, F la fréquence, et vous avez beau en envoyer autant que vous voulez, il y a jamais aucun électron n'aura assez d'énergie pour quitter, pour aller dans le vide. C'était vraiment vraiment une idée absolument géniale. En revanche, si la fréquence, et vous êtes dans le bleu, donc des longueurs d'onde petites, donc des fréquences élevées, eh bien les électrons vont acquérir assez d'énergie pour quitter le matériau et aller dans le vide. Mais Albert Einstein ne se contente pas, c'est un immense génie, il ne se contente pas de ça. Il dit, si vous voulez vérifier mon hypothèse, il y a une manip qui est extrêmement simple. C'était un très mauvais expérimentateur, c'est qu'il suffit de mesurer ce delta en énergie, c'est-à-dire l'énergie en excès des électrons quittant le matériau en fonction de la fréquence, et vous devez trouver la constante de Planck. Ça, c'est ce qu'on appelle, c'est pas une petite prédiction, hein, c'est vraiment une prédiction très forte. Alors, il faut bien comprendre que Albert Einstein, il ennuie tout le monde. Encore une fois, la physique était comprise, la lumière avait bien été établie comme étant une onde électromagnétique, comme étant une onde. Voilà qu'il remet le couvert en disant que c'est et une onde et des particules. Évidemment, il va être très mal accueilli, et notamment Millikan, le grand Millikan, va passer 12 ans de sa vie à prouver qu'Einstein a tort. Donc il va vraiment maniper, faire une expérience extrêmement compliquée. Je n'ai pas pu résister à vous montrer l'expérience historique, le résultat historique présenté par Millikan. Au bout de 12 ans, Millikan, ça montre sa grandeur en plus, montre qu'effectivement Albert Einstein a raison. L'énergie en excès des électrons est bien proportionnelle à la fréquence, et cette constante de proportionnalité est la constante de Planck. Donc voilà une prédiction qui est quand même pas faible, hein. Il n'y a vraiment rien à voir entre la lumière émise par un bout de fer chauffé et des électrons émis dans le vide. Et pourtant, ils sont reliés, et ce lien, c'est la physique quantique. C'est ce que j'ai remarqué ici. Donc, effectivement, à une petite erreur près, Millikan trouve bien la constante de Planck, et effectivement, la physique quantique vient de naître. Alors, ce que j'ai montré ici, c'est donc la relation qui vous permet de calculer quelle est l'énergie des photons correspondant à une certaine longueur d'onde. Alors on va regarder ça de façon précise. Je vous parlais du Soleil tout à l'heure. Le Soleil, il émet avant tout du côté du visible, donc il est du côté de 500 nanomètres, 0,5 microns, c'est dans le jaune. Ça veut dire qu'il émet des photons qui sont de l'ordre de 2 électronvolts. Je vous disais tout à l'heure, vous émettez comme des bêtes, n'y voyez pas d'insulte, vous émettez à l'heure actuelle comme des bêtes des rayonnements à 10 microns. En fait, c'est-à-dire que vous générez des particules qui sont des photons. Vous en créez, croyez-moi, énormément, et ces photons ont une énergie de l'ordre de 0,1 électronvolt. Alors, un électronvolt, c'est l'énergie d'un électron sous un potentiel de 1 volt. Bon, alors la cellule photoélectrique, comme je vous le dis, en fait, c'est le premier composant quantique. Il va avoir une aventure extraordinaire, puisque c'est lui qui va être à l'origine de la télévision, mais ceci est une autre histoire. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est en présence d'un cercle vertueux, c'est-à-dire que finalement la technologie fournit à la physique fondamentale un nouveau concept qui est celui de la physique quantique. La physique quantique va bien le rendre en fournissant à la technologie des concepts de base conceptuels extrêmement puissants qui sont à la base de l'optoélectronique moderne. Alors pour cela, il faut faire un petit détour. On va parler d'un immense savant français qui s'appelle Louis de Broglie. Louis de Broglie fait un raisonnement absolument extrêmement brillant par analogie. Il dit Albert Einstein vient de montrer que les ondes électromagnétiques sont en même temps des particules. Et il dit, pourquoi pas le contraire? Les particules matérielles, les électrons, les protons, les machins avec une masse, eh bien, a priori, pourquoi est-ce que ça ne serait pas aussi des ondes? Et il va notamment arriver à trouver une correspondance, c'est ces relations de Broglie, il va arriver à trouver une correspondance entre l'énergie des électrons et la longueur d'onde de ces ondes matérielles. Alors, évidemment, je ne rentrerai pas dans l'interprétation de ce que c'est que ces ondes matérielles, mais juste pour donner les outils dont nous aurons besoin pour la suite, eh bien, Louis de Broglie montre que, par exemple, les électrons qui ont une énergie élevée ont des longueurs d'onde très faibles, et que les électrons qui ont des énergies faibles ont des longueurs d'onde très importantes.
Alors, il y a une formule, évidemment, je ne la commenterai pas, juste pour vous dire que la correspondance, évidemment, est différente entre l'énergie et la longueur d'onde que pour les photons, parce que les photons n'ont pas de masse. Alors, à partir de là, il va y avoir trois physiciens, Wigner, Seitz et Bloch, qui vont faire là aussi un raisonnement extrêmement brillant. Ils vont se dire, finalement, Louis de Broglie vient de nous donner une formule, on va l'appliquer. Quelle est finalement la longueur d'onde d'un électron qui est dans la matière? Dans la matière, les électrons sont soumis à des potentiels de l'ordre de 5 volts. Donc, quelle est la longueur d'onde d'un électron du côté de 5 volts? Ils font le calcul et ils calculent à peu près 5 angstroms. Un angstrom, c'est 10-10 mètres. 5 angstroms. Et 5 angstroms, c'est juste à peu près la distance entre deux atomes dans la matière. Et alors là, donc la physique quantique va donner une nouvelle compréhension très profonde du comportement des électrons dans la matière, qui est la suivante. Donc, je vous rappelle que la matière est avant tout constituée de cristaux, qu'ils soient grands ou qu'ils soient petits. Donc, la nature est avant tout constituée de cristaux, c'est-à-dire d'arrangements périodiques d'atomes. La distance typique, comme je viens de vous le dire, entre deux atomes, c'est l'ordre de 5 angstroms. Imaginez qu'une onde, avec une énergie relativement faible, essaye de pénétrer dans une onde électronique, un électron, essaye de pénétrer dans le matériau. On va supposer que sa longueur d'onde fait 20 angstroms. Elle est très grande devant la distance entre chaque atome, donc elle ne va pas interagir avec les atomes. Cette longueur d'onde est permise, donc cette énergie est permise. On appelle ça une énergie permise. Typiquement, ça fait des bandes d'énergie qu'on appelle la bande de valence, la bande de conduction. Toutes ces énergies-là sont permises. En revanche, si la longueur d'onde de l'électron est de l'ordre de 5 angstroms, c'est pile poil la distance entre chaque atome, pile poil entre la distance entre chaque plan atomique, et évidemment, l'électron va résonner avec la structure périodique du cristal, et elle va être réfléchie, elle ne va pas pouvoir pénétrer. Cette longueur d'onde électronique est interdite dans la matière, cette énergie est interdite dans la matière. Donc, on voit apparaître, pour décrire les électrons dans la matière, une description en termes de bandes permises et de bandes interdites. Encore une fois, ceci étant la bande de valence, et ceci, la bande de valence, la bande de conduction et la bande interdite. Alors, à partir de là, vont venir un certain nombre d'autres savants, probablement le plus important étant Wolfgang Pauli, qui va énoncer son principe, qui dit, écoutez, les électrons dans la matière, ils vont occuper préférentiellement tous les états d'énergie de plus faible énergie, et donc ils vont remplir la bande de valence, ils vont la remplir complètement, et puis laisser la bande de conduction vide, ce qu'on appelle le principe de Pauli. Et là, il dit, dans ce cas-là, il faut imaginer, et il arrive à démontrer qu'à partir de ce moment-là, les électrons ne peuvent pas conduire l'électricité. Alors, pour expliquer ça, je vais utiliser, alors je viens de m'apercevoir que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas ce que c'est qu'un taquin, notamment les plus jeunes, donc je décris ce que c'est qu'un taquin. Un taquin, c'était ces jouets qu'on voyait au siècle dernier, donc au XXe siècle, qui étaient constitués de petites plaquettes de plastique qui coulissaient les unes par rapport aux autres. Il en manquait une, et puis comme il en manquait une, on pouvait permuter les plaquettes pour, par exemple, reconstituer un puzzle. Alors, l'interprétation de Pauli sur le fait que les matériaux ne conduisent pas à l'électricité peut s'exprimer comme ça. Il dit, voilà, une bande de valence qui est pleine d'électrons, c'est comme un taquin dans lequel il n'y aurait pas de trou. Donc, évidemment, rien ne peut bouger, parce que tous les états sont remplis, il n'y a pas la possibilité prendre un petit peu d'énergie, de bouger, tout est absolument rempli. Donc, c'est pour cela que la plupart des matériaux conduisent très mal, voire pas du tout l'électricité, notamment les semi-conducteurs, comme leur nom l'indique, semi-conducteurs conduisent vraiment très mal l'électricité à cause de ce manque de place dans la bande de valence pour conduire l'électricité. Alors, l'hypothèse, donc l'idée, c'était de se dire, si on veut conduire l'électricité, il va falloir prendre des électrons dans la bande de valence, les envoyer dans la bande de conduction, et là, il va y avoir de la place. Alors c'est effectivement ce qui se passe. Si par un mécanisme quelconque, vous prenez des électrons dans la bande de conduction, de valence, et vous les envoyez dans la bande de conduction, eh bien comme vous venez de le voir, l'électron va pouvoir bouger. Mais, et là on arrive à vraiment un des concepts les plus profonds de la physique du solide, mais aussi, dans la bande de valence, il y a un manque. Rappelez-vous le taquin, il manque une petite plaquette, il manque un électron. Et bien, comme il manque un électron, les plaquettes vont pouvoir bouger les unes par rapport aux autres. Le taquin va pouvoir bouger.
Et donc les électrons vont pouvoir bouger, mal évidemment, mais ils vont pouvoir bouger. Mais regardez bien encore une fois, regardez bien encore ce qui se passe. Vous pouvez imaginer en fait que c'est la petite structure bleue qui bouge. Donc en fait, ce que vous pouvez vous dire, c'est que c'est pas l'électron qui bouge, c'est l'absence d'électrons, c'est le trou d'électrons. Et donc cette interprétation vous dit que dans la bande de valence, ce ne sont pas des électrons qui vont bouger, ce sont des absences d'électrons. Et qu'est-ce que c'est qu'une absence d'électrons? C'est une charge positive, c'est ce qu'on appelle un trou. Alors, en faisant ça, tous ces gens, Wigner, Pauli, etc., vont résoudre un problème extrêmement vieux qui avait été posé et découvert par Faraday dans les années 1850, c'est que dans la matière, eh bien, il y a des particules positives qui bougent, et effectivement, ces particules positives, on ne savait absolument pas ce que c'était ces fameux trous, ces absences, ces manques d'électrons qui bougeaient. Bon, alors c'est ce que j'ai représenté ici en disant, ces absences d'électrons, on va dire que ce sont des trous sur les particules, des quasi-particules chargées positivement. On en aura besoin tout à l'heure. Bon, alors, comme je vous l'ai dit, comment est-ce que l'on peut promouvoir ces électrons de la bande de valence dans la bande de conduction? Eh bien, l'un des outils, évidemment, le principal, et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, ça va être le photon. Le photon qui est une particule, qui va se cogner avec un électron de la bande de valence, qui va donc percuter un électron de la bande de valence et le promouvoir dans la bande de conduction, créant ainsi une paire électron-trou, c'est-à-dire laissant un trou dans la bande de valence. Ceci est un phénomène d'absorption. Le photon disparaît. Il a été transformé en paire électron-trou. Évidemment, l'inverse est possible. C'est-à-dire que si vous arrivez d'une façon ou d'une autre, et on le verra tout à l'heure comment, à créer une paire électron-trou dans le matériau, eh bien, l'électron va se recombiner avec le trou, va remplir la case vide laissée par dans le taquin, et émettre ce photon. Et la valeur de ce photon, en gros, la longueur d'onde ou l'énergie du photon émis, eh bien, ce sera typiquement la valeur de la bande interdite. En anglo-saxon, gap. De temps en temps, je me laisserai aller et j'utiliserai le mot gap si vous ne voyez pas d'inconvénient. D'où l'importance de cette correspondance entre les gaps et les couleurs. Donc ce que j'ai représenté ici, c'est on va dire le vademecum de l'optoélectronique. C'est vraiment le schéma que l'on sort immédiatement lorsqu'on veut faire quelque chose en optoélectronique. Ce que vous voyez ici, c'est donc, excusez-moi pour l'anglo-saxon, j'avais oublié, donc c'est l'énergie de la bande interdite en électronvolts, ça va de 0 électronvolts à 4 électronvolts, pour différents matériaux. Et vous voyez que ces matériaux, alors vous voyez par exemple le silicium, vous connaissez le silicium, c'est quand même c'est l'impérateur, l'empereur des semi-conducteurs, vous connaissez aussi le GAS. Vous voyez que ces matériaux se regroupent sur des colonnes. Ces colonnes, ce sont des matériaux qui ont la même distance interatomique. La Cis constant, c'est la distance interatomique, c'est la distance entre chaque atome, la distance entre chaque plan cristallin. Alors vous voyez par exemple que GAS, alors ça vous entendrez souvent parler, l'arséniure de gallium, et ALAS, l'aluminiure d'arsenic, eh bien ce sont des matériaux qui font partie de la même famille, ils ont la même distance interatomique de 7,66, si je me souviens bien, angstrom, à peu près la même. Donc, comme ils ont la même distance interatomique, ce sont des jumeaux cristallographiques, on peut les mélanger autant qu'on veut, on peut les faire croître les uns au-dessus des autres, il n'y a aucun souci, on ne les reconnaît pas d'un point de vue cristallographique. En revanche, vous voyez qu'ils ont des bandes d'énergie interdites très différentes. Par exemple, il n'est pas question de déposer du silicium sur l'arséniure de gallium, ça fait des grumeaux, parce qu'ils sont trop différents, ils ne vont pas être miscibles l'un dans l'autre. Alors, vous voyez qu'avec cette correspondance entre l'énergie des photons et la longueur d'onde, vous êtes capable déjà de savoir quel semi-conducteur correspondra à la lumière que vous voulez obtenir. Par exemple, si vous voulez obtenir de la lumière rouge, qui est ici dans le visible, eh bien, il faudra que vous utilisiez des matériaux, par exemple, comme le phosphure de gallium, le GAP. Si vous voulez du matériau qui détecte plutôt dans l'infrarouge lointain, par exemple, il vous faudra sûrement un matériau comme vous voyez, ce mélange entre la GTE, donc c'est mercure-tellure, et cadmium-tellurium, donc ce type de mélange de semi-conducteurs pour aller dans l'infrarouge lointain, on y reviendra tout à l'heure. Donc ce schéma, on va le voir souvent, c'est encore une fois la carte Michelin, si vous préférez, des matériaux pour l'optoélectronique.
Alors, comme je vous l'ai dit, on vient de voir maintenant le premier pied à coulisses de l'optoélectronique, qui est donc la bande interdite. Deuxième pied à coulisses de l'optoélectronique, c'est la jonction PN, le dopage. C'est quelque chose, j'imagine, dont beaucoup d'entre vous ont entendu parler. En quoi ça consiste? Comme je vous l'ai dit, un semi-conducteur, si vous avez pas introduit d'électrons ou de trous, c'est un bout de bois. Ça ne sert à rien. Ça ne conduit pas l'électricité, ça n'a aucun intérêt. Il faut donc arriver à le rendre conducteur. Alors la lumière le rend conducteur, mais de temps en temps les semi-conducteurs sont dans l'obscurité, donc il faut leur donner une possibilité de peupler la bande de conduction ou la bande de valence. Et pour cela, on va utiliser le dopage. Alors ceci est représenté par ce schéma. Ce que vous voyez ici, c'est deux semi-conducteurs donc dans le tableau de Mendeleïev, le silicium, que vous connaissez tous, le diamant. Le diamant, madame, si vous avez un diamant, c'est le meilleur semi-conducteur qui existe. À la droite, donc sur le tableau de Mendeleïev, vous avez donc ceci, ce sont les éléments tétravalents. À la droite, vous avez les éléments pentavalents, ils ont 5 électrons. Et à la gauche, vous avez les éléments trivalents qui n'ont 3 électrons, comme le bore, le phosphore et le bore. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, si on introduit un élément pentavalent comme le phosphore dans le silicium? Eh bien, le phosphore, il est exactement comme les ados dans une cour d'école, ils veulent absolument ressembler aux copains. Vous avez remarqué ça. Et là, c'est la même chose. Vous mettez du phosphore dans du silicium. La chose que veut faire le phosphore, c'est ressembler au silicium. Donc, il va construire une liaison électronique avec 4 liaisons électroniques ici pour mimer le silicium et laisser un électron en rab. Cet électron-là en rab va peupler la bande de conduction. Vous êtes dopé, ce qu'on appelle de type N. Dopé de type N ou dopé par des donneurs. Évidemment, le raisonnement est identique pour des accepteurs, c'est-à-dire que si vous prenez du bore, le bore, il veut absolument faire comme ses copains, il veut absolument se mimer le comportement du silicium, il va faire 4 liaisons avec le silicium, pour cela il va emprunter un électron au silicium, donc consommant un électron de la bande de valence, il va y avoir un trou dans le taquin, et votre semi-conducteur va être dopé de type P. Alors, le dopage, c'est pas simple. Beaucoup de semi-conducteurs, on verra tout à l'heure, on n'a pas trouvé de dopage, parce que c'est de la physique des matériaux, et par moment, la nature est cruelle. Elle ne fournit pas les bons dopants. Mais pour le silicium et l'arsénate de gallium, il n'y a pas de souci. Alors à partir de là, on va voir le deuxième clé à molette, tournevis, ce que vous voulez, de l'optoélectronique, c'est la jonction PN. On ne fait rien sans une jonction PN. C'est en fait extrêmement simple. Qu'est-ce que c'est qu'une jonction PN? Donc entre une jonction de PP et une jonction de PN. Par toutes les techniques de l'art, et je n'aurai évidemment pas le temps de vous exposer ces techniques de l'art, mais croyez-moi, elles sont bien établies puisque toute l'industrie microélectronique sont fondées dessus, eh bien on dope un semi-conducteur avec du phosphore. Il est dopé N, vous voyez tous ces électrons ici sont disponibles et sont mobiles. Au-dessus, on a dopé le semi-conducteur avec cette fois du bore, avec un accepteur, donc qui a piqué les électrons et donc qui a fourni des trous. Et vous voyez bien que à l'interface, eh bien vous avez des électrons et vous avez des trous qui se regardent en chien de faïence. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se recombiner. Ils vont se recombiner en émettant tout ce que vous voulez, mais ils se recombinent. Et à l'interface, disparaît les paires électrons-trous, il se crée une zone où, vous voyez, il existe les donneurs et les accepteurs, les atomes géniteurs de ces particules, et donc qui vont créer des charges, une charge fixe ici, et cette charge fixe, évidemment, va créer un champ électrique. Ceci, c'est la jonction PN, nous le verrons tout à l'heure, c'est vraiment, encore une fois, la clé à molette de l'optoélectronique, on en aura besoin tout à l'heure. Dernière clé à molette, probablement la plus spectaculaire, c'est l'une des percées les plus importantes qui a été faite depuis les 20 ou 30 dernières années, hélas le temps passe, c'est celui du puits quantique. Alors le puits quantique est vraiment le fils légitime de la technologie. La technologie, dans les années 70-80, les physiciens étudient l'ultravide. L'ultravide, c'est plus que le vide. L'ultravide, c'est typiquement 10-13 atmosphères. Vous voyez, c'est vraiment pas gras, c'est pas beaucoup d'atomes par centimètre cube. Et les gens s'aperçoivent qu'en ultravide, eh bien, comme c'est un milieu extrêmement pur, il n'y a pas de défaut, ça recrée un peu les atmosphères primordiales dans lesquelles les matériaux ont été créés.
Alors donc, à partir de là, les gens se disent, on va pouvoir déposer du GAS, de la LAS, enfin, on va pouvoir finalement jouer un petit peu au bon Dieu, on va créer des structures artificielles qui n'existaient pas grâce à cet assemblage sous ultravide. Alors ce que j'ai représenté ici, c'est un assemblage typique. Vous reconnaissez ici notre copain l'arséniure de gallium, on en avait parlé, avec son cousin, la LAS, puisqu'ils sont miscibles, j'ai mis de la LJAS. Et ce que vous voyez ici, c'est une vraie photo, en microscopie électronique à haute définition. Ici, il faut vous dire qu'il y a 5 angstroms. Vous voyez, le grossissement est pas mal quand même. Et donc vous voyez que comme, encore une fois, ces matériaux sont des jumeaux cristallographiques, eh bien, on peut les faire pousser les uns sur les autres, il n'y a aucun souci. Et notamment, cette portion de GAS, elle est vraiment pas grasse. Elle fait, dans notre cas ici, elle fait une vingtaine d'angstroms. Comment se comporte l'électron là-dedans? Eh bien, là-dedans, et on revoit le coup de pied de l'âne de la mécanique quantique, l'électron là-dedans, il voit un puits de potentiel, parce qu'on nous montrait que le GAS attire l'électron, alors que la LGAS, lui, a plutôt tendance à le repousser. Donc l'électron tombe dans un puits de potentiel. Et maintenant, faut se rappeler ce que vous dit la mécanique quantique. Si le système n'était pas quantique, l'électron pourrait prendre n'importe quelle énergie, c'est comme une bille dans un bol, vous pourriez prendre n'importe quelle énergie, ou quelqu'un sur une échelle plutôt, vous pouvez prendre n'importe quelle énergie entre le bas et le haut du puits quantique. Mais vous avez affaire à un objet quantique. Un objet quantique est une onde, et en fait l'électron là-dedans se comporte comme une onde. Et qu'est-ce que fait une onde qui est prisonnière entre deux murs? Eh bien, elle fait des sons très précis. Un tuyau d'orgue, par exemple, vous faites passer du vent dans un tuyau d'orgue, il va vous donner un son précis, peut-être une harmonique, mais il va vous donner des notes extrêmement précises. C'est la même chose pour l'électron. L'électron qui est une onde, et là, vraiment une façon extrêmement précise de vérifier la théorie, croyez-moi, on ne s'en est pas privé. L'électron va avoir des notes très précises, donc des énergies extrêmement précises. Donc j'ai mis ici un premier niveau d'énergie, ici un deuxième niveau d'énergie, avec ici leur fonction d'onde, c'est une onde, on peut la mesurer, et donc il y a cette capacité à faire croître donc ces puits extrêmement petits qui sont quantiques. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, on peut jouer au bon Dieu avec ça. Pourquoi on peut jouer au bon Dieu? Parce qu'on peut créer des puits de potentiel, des formes de potentiel ad libitum, comme vous voulez. Alors, je vais vous donner, par exemple, une illustration. Ce que je vais vous montrer ici, c'est comment varient ces énergies de confinement dans un puits quantique à mesure qu'on grandit le puits quantique. Alors, vous allez voir. Vous défilez ici. Donc à mesure que le puits quantique grandit, vous voyez que les énergies petit à petit remplissent, vous avez des niveaux d'énergie qui remplissent le puits quantique, et vous voyez bien que vous pouvez synthétiser n'importe quelle répartition énergétique d'électrons, vous pouvez synthétiser finalement n'importe quel pseudo-atome de cette façon-là. Donc, on en a terminé maintenant avec nos briques de base. Vous voyez que, comme je l'avais dit, la mécanique quantique a bien rendu la monnaie de sa pièce à l'optoélectronique. Le DRAM de bande, enfin les bandes d'énergie permises et interdites, le dopage et la jonction PN et le puits quantique. Et maintenant, finalement, avec ces trois concepts de base, on peut faire défiler toute l'optoélectronique. Et on va regarder d'abord le détecteur quantique. Alors, quel est le principe de la photodétection quantique? Il y en a dans votre téléphone, il y en a dans votre caméscope, il y en a partout. Le principe de la photodétection quantique, maintenant, est extrêmement simple. La photodétection quantique, c'est lorsque l'électron, vous faites transiter un électron entre un niveau de base, un niveau fondamental où il ne conduit pas l'électricité, et un niveau excité où il va conduire l'électricité. D'accord? Et donc, c'est une façon de détecter l'absorption du photon. Alors, vous savez maintenant comment faire. Vous prenez un semi-conducteur, par exemple. Je vous ai dit tout à l'heure, un semi-conducteur qui n'est pas dopé, il ne conduit pas. D'accord? En revanche, s'il absorbe un photon, il crée une paire électron-trou, et puis les électrons et les trous vont pouvoir circuler dans deux sens opposés. Alors, voilà le premier type de détecteur quantique. Le plus répandu. Deuxième type de détecteur, je m'arrêterai là, c'est le détecteur à puits quantique, par exemple. Vos électrons, alors vous reconnaissez ici le puits quantique, de GAS entre de la LJAS, par exemple. Les électrons sont sur un niveau piégé à l'intérieur du puits quantique, donc la barrière de potentiel les empêche de conduire, de se transporter, et sous l'effet de l'absorption d'un photon, ils vont être émis dans le continuum et vont pouvoir ainsi conduire l'électricité. Donc voilà, on peut tourner autour de ces concepts, c'est fondamentalement toujours les mêmes.
Alors, de loin, le composant le plus répandu, je vais passer quelques temps parce que, encore une fois, je vais vous montrer à quel point ce composant a changé votre vie, c'est la cellule, c'est l'effet photovoltaïque. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Alors, vous reconnaissez, je vous avais promis, hein, une des clés à molette de l'optoélectronique, la jonction PN. Vous reconnaissez la jonction de PN ici, avec le phosphore, l'électron, dont le phosphore a donné vie. Ici, vous reconnaissez les accepteurs, le bore avec le trou, la région de charge d'espace où les électrons et les trous se sont annihilés, et le champ électrique, excusez-moi, qui règne à l'intérieur. Alors, vous imaginez que il y a des photons qui sont incidents sur la structure, la lumière du soleil, la photographie de votre copain. Les photons arrivent sur votre détecteur. Et il va donc, dans la zone de charge d'espace, créer, vous vous rappelez, des paires électrons-trous. Mais les paires électrons-trous dans cette zone de charge d'espace, eh bien, les électrons vont être attirés par le phosphore ici, les trous vont être attirés par le bore ici, et donc il va y avoir un courant électrique qui passe. Alors, je vous avais promis on allait revoir ces diagrammes, et croyez-moi, on va les voir, ces diagrammes d'énergie d'Albert Einstein. Donc, on les revoit ici. Donc, cette fois, c'est un tout petit peu plus sophistiqué. Vous reconnaissez ici maintenant la jonction PN, mais vue à l'Einstein, c'est-à-dire avec ici la bande de valence, ici la bande de conduction, la bande interdite, à droite le réservoir d'électrons, à gauche le réservoir de trous, le champ électrique qui est symbolisé par cette pente ici, qui symbolise le champ électrique qui règne à travers la structure. Et qu'est-ce que c'est que l'effet photovoltaïque? Eh bien, l'effet photovoltaïque, c'est des photons qui créent des paires électrons-trous dans la zone de charge d'espace, les électrons dévalent la pente, les trous qui sont des bulles, qui sont des absences d'électrons, vont monter, hein, exactement comme des bulles qui montent dans le champagne, et vont venir dans la région de PP. Alors, ça, ce sont des diagrammes symboliques. De fait, comment se présente une jonction PN? Alors, je vous passe évidemment l'élaboration qui nous prendrait beaucoup de temps, mais il existe des technologies pour en faire des dizaines de millions d'un seul coup. C'est donc, par exemple, du silicium, c'est un semi-conducteur, on va dire le silicium, c'est le plus répandu, dopé N. Dedans, par toutes les techniques de l'art, comme on dit chez nous, on introduit du bore, donc des accepteurs dans cette région-là. Il se construit naturellement cette zone de charge d'espace. On va prendre des contacts électriques sur le N et sur le P. On va mesurer le courant et effectivement, lorsque des photons vont être absorbés par la jonction PN, eh bien, ça va vous donner un photocourant. Bon. Alors, exemple dans votre vie quotidienne. Je vous avais promis, ça a changé votre vie quotidienne. Exemple de vie quotidienne, la matrice CCD. Vous avez tous, pour la plupart d'entre vous, acheté des appareils photonumériques. Vous avez tous acheté des caméscopes. Au cœur de cet objet, il y a l'un des plus beaux objets quantiques qui soit, qui est la matrice CCD. Alors, c'est pas réellement une jonction PN, c'est ce qu'on appelle un transistor MOS. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais la physique y est. La physique de base, c'est que vous avez une zone de charge d'espace, vous la reconnaissez ici, la bande de valence, la bande de conduction, la bande interdite. Ici, vous avez une zone qui est un oxyde, qui empêche le courant de passer, et lorsque des photons sont absorbés, ils vont créer des paires électrons-trous, les électrons vont venir s'accumuler à l'interface entre le semi-conducteur et l'isolant, et vous allez pouvoir les dégager sur les côtés. Hein, c'est pour ça que ça s'appelle les charge coupled device, c'est-à-dire que les transistors vont s'échanger les photons comme des pompiers s'échangent des baquets remplis d'eau. Donc c'est ça le principe de la matrice CCD. Ne me dites pas que vous n'en avez pas sur vous ou pas loin, il y en a partout. Ce qui est extraordinaire, c'est leur prix. Typiquement, ici, vous avez une matrice CCD telle qu'on les fait à l'heure actuelle, 6 microns par 6 microns, 10 millions de pixels, et sur une matrice de 1 cm². Donc ça, il y en a partout, dans votre téléphone portable, par exemple. Deuxième, alors moins commune, hein, mais qui a une certaine importance, notamment pour des laboratoires comme le nôtre, hein, des instituts comme le nôtre, l'ONERA, ce sont les détecteurs infrarouges. Alors pourquoi est-ce que les détecteurs infrarouges sont aussi importants? Et notamment ceux qui détectent dans la bande 3,5 et 8,12 microns. Vous vous rappelez, je vous ai dit que vous émettiez des photons comme des bêtes du côté de 10 microns. Eh bien, effectivement, c'est ce que j'ai remarqué ici. Ce que j'ai montré ici, c'est alors d'une part la lumière, la répartition spectrale, le contenu spectral de la lumière que vous êtes en train d'émettre. Hein, encore une fois, vous émettez au maximum à 10 microns.
Donc vous le voyez ici. Et ce que j'ai montré ici, c'est comment est-ce que l'atmosphère transmet cette lumière. Alors vous voyez, ce que j'ai montré ici, c'est la transmission de l'atmosphère en fonction de la longueur d'onde. Alors c'est sur 10 km dans un pays que je ne nommerai pas. Donc il s'agit donc de la transmission atmosphérique. Vous voyez qu'il y a des bandes de transmission, par exemple entre 8 et 12 microns, par exemple entre 3 et 5 microns. L'atmosphère est extrêmement transparente. Notamment entre 8 et 12 microns, dans certaines conditions, vous pouvez, avec un avion, voir plusieurs centaines de kilomètres. Donc, vous voyez l'importance de ces détecteurs. Et comme autre avantage aussi, c'est qu'ils peuvent détecter des raies de vibrations, par exemple d'explosifs. Croyez-moi qu'à l'heure actuelle, ça peut être important. Alors, comment réaliser ces détecteurs infrarouges? Eh ben, je vous rappelle, le détecteur infrarouge, c'est 10 microns. 10 microns, c'est 0,1 électronvolt. 0,1 électronvolt, vous êtes dans cette région-là. Hein, le guide Michelin de l'optoélectronique. Donc là, ça veut dire qu'en gros, vous allez utiliser le mélange HGCDTE, ce mélange entre du tellure de mercure et du tellure de cadmium, et notamment la bande 8-12 microns, qui va être détectable ici, et la bande 3-5 microns qui va être détectable ici. Alors, là encore, la microélectronique a fait des merveilles. Je ne peux pas résister. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un petit peu en ces temps, c'est important de savoir reconnaître nos mérites. La France est leader mondial de ces technologies, notamment grâce à l'apport de l'ONERA et du CEA. Donc, ce que j'ai montré ici, c'est une matrice d'AGCDT. Sur lequel qu'on a contacté avec un circuit de lecture silicium pour vous montrer le genre de choses qu'on est capable de faire. Voici le type de contact. Vous voyez ici, ce sont des contacts à billes d'indium. Vous avez 1 million de billes d'indium. Je ne sais pas si vous avez déjà fait souder. Vous êtes amusé à souder dans votre garage. C'est déjà pas facile de faire une soudure. Ben là, il y en a 1 million d'un coup. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, je vous disais l'importance de la détection infrarouge. Il faut savoir, par exemple, vous allez bien comprendre, voilà par exemple, l'image d'un avion furtif en infrarouge. Alors, un avion furtif, c'est un avion qui n'est pas détectable en utilisant des radars, mais voilà le genre d'image qu'on obtient avec un détecteur infrarouge. Alors, il n'y a pas que des applications défense et des applications médicales. Ce que vous voyez ici, c'est une main, donc le contraste thermique, dont la quantité d'infrarouge émise par une main. Et vous voyez ici, par exemple, que le bout des doigts est particulièrement froid. C'est ce qu'on appelle un syndrome de Raynaud. Autre application marrante, c'est par exemple détecter le niveau dans un container, le niveau de pétrole, parce que l'inertie thermique d'un liquide et l'inertie thermique de l'air étant différents, vous êtes capable de voir la chaleur du liquide. Dernier point, j'en aurais terminé avec les détecteurs, ce sont les cellules solaires. Alors là aussi, c'est une importance extrêmement importante. Les cellules solaires transforment les photons en électrons, la lumière en électricité, et le matériau roi, parce que c'est le moins cher, c'est le silicium. Le problème du silicium, c'est que son rendement quantique n'est pas bon. Vous voyez, quand vous achetez une cellule solaire, vous voyez dans les performances, vous voyez rendement quantique, comme quoi la mécanique quantique bien se fichait même dans les publicités. Alors, d'où est-ce que ça vient? C'est bien le fait que, comme vous avez vu tout à l'heure, le silicium est particulièrement bon pour détecter 1 micron, alors que le Soleil, lui, émet avant tout à 2 microns. Alors, évidemment, il y a des recherches pour essayer de mieux couvrir le spectre solaire en utilisant des matériaux qui notamment absorbent mieux à 2 électronvolts ou à 3 électronvolts. Donc ça, c'est aussi des recherches extrêmement importantes pour l'énergie. Bon, maintenant, il est temps de passer aux émetteurs de lumière. Donc, vous vous rappelez que ce que je vous avais dit tout à l'heure, les paires électrons-trous, en se recombinant, émettent de la lumière. Alors, comment faire un émetteur de lumière? C'est finalement extrêmement simple. Vous prenez votre puits quantique qui confine les électrons. Vous le mettez entre un semi-conducteur à grand gap, le matériau, la LGAS, que vous dopez de type P. Donc ici, il faut imaginer que vous avez plein de trous.
À gauche, la barrière, ceci s'appelle une barrière, vous avez la barrière qui est de Pn, vous avez plein d'électrons, et vous allez faire passer du courant. Et en faisant passer du courant, les électrons vont tomber dans le puits quantique, les trous qui sont des bulles vont monter dans le puits quantique, et dans le puits quantique, les électrons et les trous vont se recombiner en émettant un photon. Donc en gros, faut pas chercher midi à 14 heures, une diode électroluminescente, c'est rien d'autre qu'un détecteur, mais polarisé, dont on a mis une tension inverse à celle d'un détecteur. Alors, le composant ressemble comme un frère au détecteur. Vous reconnaissez le semi-conducteur de PN, vous reconnaissez la région d'OPP. On a mis un puits quantique, on a appliqué une tension, et en se recombinant dans cette région-là, vous émettez des photons dans toutes les directions de l'espace. Alors pourquoi les diodes électroluminescentes finalement remplissent votre quotidien? Vous allez en voir de plus en plus. Eh bien, c'est que le processus de création de photons est extrêmement efficace. En gros, en simplifiant, dans une diode électroluminescente, un électron donne un photon. En gros, ça veut dire qu'un ampère donne un watt. Alors que dans une ampoule électrique, un ampère donne plutôt au mieux 0,1 watt. Donc il y a un facteur 10 entre le rendement d'émission d'une diode électroluminescente et une ampoule électrique. Donc vous imaginez que pour les économies d'énergie, ceci aura un impact extrêmement important. Et je peux vous assurer que dans 10 ans, toute cette salle ne sera éclairée qu'avec des diodes électroluminescentes. Vous verrez tout à l'heure comment. Alors les caractéristiques des diodes électroluminescentes, ça émet encore une fois des ondes, ça émet de la lumière pour une longueur d'onde proche du gap, ça maintenant vous avez bien compris. Ça émet un petit peu dans toutes les directions et les applications vous les connaissez. C'est les commandes à distance, votre zapette, la serrure de votre voiture, les panneaux d'affichage, les feux. Et je vais surtout passer à la révolution d'éclairage parce que ça je crois que c'est des grandes percées de l'optoélectronique récemment. Alors ça, je vais passer. C'est les aventures de la diode bleue. Ça, je ne peux pas résister à cette histoire-là. En 1974, donc les gens commencent à travailler sur la diode électroluminescente. Ils s'aperçoivent qu'il y a une couleur qui manque. C'est la couleur bleue. Alors, ils vont travailler. Ils découvrent que un matériau qui s'appelle le nitrure de gallium a le bon gap. Il a des gaps de l'ordre de 3 à 4 électronvolts. Donc, il les met bien dans le bleu. Et donc, évidemment, première chose, on va chercher à le doper. Et pendant 10 ans, entre 74 et 84, les gens vont chercher un dopant de type P, donc qui donne des trous dans GAN. Au bout de 84, en 84, personne n'y arrive. Dans les années 80, il y a un grand théoricien, très connu, je tairai le nom par grandeur d'âme, qui écrit donc un article qui dit que, qui prouve qu'on ne peut pas doper de type P le nitrure de gallium, les semi-conducteurs à grand gap. Donc, tout le monde s'arrête de faire de la recherche. Entre 84 et 93, fin des recherches sur le nitrure de gallium. Seulement, visiblement, il y a un type qui n'a pas lu l'article. Il s'appelle Nakamura, il travaille dans une petite société japonaise qui s'appelle Nishia, qui fabrique des tubes de télévision. Le patron est un mécène et il a un petit labo dans lequel Nakamura travaille. Et Nakamura va, en 1993, découvrir, encore une fois, la nature est cruelle, il fallait y penser, découvrir que le magnésium dope de type P le nitrure de gallium. En 10 ans à peu près, ceci va être l'un des plus gros marchés de l'optoélectronique. Et de très loin. Donc ça fait avec plusieurs milliards d'euros. Alors, juste pour vous dire comment est-ce qu'étaient les diodes électroluminescentes avant la découverte de Nakamura et après la découverte de Nakamura, c'est-à-dire vous avez vu votre vie quotidienne changer. Si vous sortez, vous allez voir tout à l'heure sur votre gauche, vous allez voir un panneau. Visiblement, cette université est relativement pauvre, donc elle n'a pas pu se payer un panneau à diode électroluminescente de diode bleue. Mais lorsque vous sortirez, à votre gauche, vous verrez un panneau avec des diodes vertes et des diodes rouges. C'est du phosphure de gallium, du GAP. Mais en revanche, si vous allez dans les centres marchands où il y a de l'argent, eh bien vous verrez partout des panneaux à nitrure de gallium bleu. La morale, je la connais vraiment pas. Je terminerai maintenant sur l'émission stimulée. Ça aussi, c'est une histoire absolument extraordinaire. Je vous rappelle que l'absorption, le principe de l'absorption, il y a un photon qui est tranquille sur son niveau fondamental, il n'a rien demandé à personne. Un photon arrive, il est absorbé en promouvant l'électron de son niveau de la bande de valence vers la bande de conduction. Vous êtes tous experts maintenant. Vous venez de voir aussi le contraire. Vous avez un électron qui est excité, vous avez réussi à mettre l'électron sur un état excité. En se recombinant dans la bande de valence, sur son niveau de base, il va émettre un photon. Eh bien, alors que personne ne lui demandait rien, en 1917, Albert Einstein s'aperçoit qu'il manque quelque chose là-dedans.
Alors, démarche purement théorique, il va essayer de rendre compatible l'équation de Boltzmann et l'équation de Max Planck. C'est une démarche totalement théorique. Et pour arriver à rendre compatibles ces équations, Albert Einstein découvre un nouveau phénomène, par le calcul. Ce nouveau phénomène, c'est l'émission stimulée. Dans l'émission stimulée, l'électron est sur son niveau excité, arrive un photon, et le photon va stimuler la recombinaison d'électrons de son état excité vers son niveau fondamental. Et donc, non seulement vous allez avoir le photon incident, mais vous allez avoir un photon en rab, un photon supplémentaire, qui est un photon dit photon stimulé. Alors, vous imaginez bien que si vous avez un matériau dans lequel vous avez ces électrons sur les états excités, eh bien, un photon va donner 2 photons, 4 photons, 8 photons, etc. Vous allez avoir l'amplification optique. Encore une fois, personne ne demandait rien à Albert Einstein. À partir de là, vous avez donc la possibilité de faire un laser. Il suffit tout bêtement, après, de mettre un miroir sur votre amplificateur optique. Donc, qu'est-ce qui va se passer? La lumière, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, va être amplifiée. Alors, elle part de très bas ici. Elle va, donc c'est son amplitude, elle va être amplifiée lors d'un premier passage. Une partie va sortir sous forme de photon. Une partie va être réinjectée dans la cavité par le miroir. Même chose de l'autre côté. Et si effectivement vous avez l'intensité de la lumière est plus importante après un aller-retour que initialement, le système va diverger, c'est une avalanche, 2, 4, 8, 16, très rapidement, les chiffres sont monumentaux, il y a une avalanche, le système se met à osciller, c'est l'oscillation laser. Alors, le laser à semi-conducteur, ça aussi c'est un truc extraordinaire. C'est John von Neumann, j'imagine que certains d'entre vous le connaissent, c'est l'homme qui a inventé l'ordinateur, notamment. C'est un immense physicien américain qui donc prévoit que les semi-conducteurs peuvent aussi être des lasers. Alors donc, on ne va pas passer beaucoup de temps parce que vous maintenant vous devinez facilement pourquoi. Il suffit de mettre beaucoup d'électrons dans le puits quantique et beaucoup de trous dans le puits quantique, le système va amplifier. Alors, chose très marrante, c'est que, ce que j'ai montré ici, c'est la forme d'un laser à semi-conducteur. Donc, vous reconnaissez votre semi-conducteur de PP, votre semi-conducteur de PN, votre puits quantique, et en faisant passer du courant, eh bien, les photons vont aller et venir entre ces deux miroirs, et la lumière va être émise dans une direction privilégiée de l'espace, qui est celle des miroirs. Alors, ça aussi, c'est une histoire marrante, c'est qu'Einstein prévoit l'émission laser en 1917, et que le laser à semi-conducteur est découvert en 1967, 50 ans après, et par 3 labos différents en l'espace de 10 heures. Ça, c'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire que General Electric, IBM et Bell Labs vont tous les 3 annoncer en l'espace de 10 heures qu'ils ont réussi à faire un laser à semi-conducteur. Comme quoi. Alors, les caractéristiques du laser à semi-conducteur, le principal, évidemment, c'est que vous pouvez concentrer l'émission du semi-conducteur sur des surfaces extrêmement faibles. La direction d'émission, c'est avant tout la direction des miroirs, et donc vous avez la possibilité de faire des tâches, d'avoir des faisceaux de très petites dimensions. Alors ça, je passe rapidement. Je voulais juste, ce qui est important, juste vous dire l'importance de l'arrivée du nitrure de gallium sur les lasers. On va voir ça tout de suite. C'est le lecteur de disque compact. Alors, je ne peux pas résister à l'image du célèbre brevet du disque laser, du lecteur de disque laser, déposé là aussi quasiment le même jour à la même heure par Thomson et par Philips. Alors c'est un bel objet quantique, vous avez un laser à semi-conducteur qui émet une lumière qui va sur un disque, qui est réfléchi, qui est détecté par un détecteur quantique. Alors le disque, c'est à peu près ça, vous avez des zones avec des trous ou des bosses, ce sont les zones où sont stockés les bits d'information, et vous pouvez le lire avec un laser. Ce que j'ai montré ici, c'est encore l'une des révolutions apportées par la diode bleue. Évidemment, je viens de vous dire qu'en gros, la tâche d'un laser, c'est la longueur d'onde du photon. Alors la tâche d'un laser, dans le rouge, c'est en gros de 0,8 microns, alors que dans le bleu, c'est 0,4 microns. Donc, vous pourrez lire 4 fois plus d'informations avec un laser bleu vis-à-vis d'un laser rouge. Donc, dans pas longtemps, rassurez-vous, tous vos lecteurs de disques compacts auront des diodes bleues pour lire les données.
Et il y en a déjà dans beaucoup de foyers maintenant. Autre exemple d'application, comme je viens de vous le dire, on peut focaliser la lumière dans le laser, c'est typique du laser, dans des fibres optiques, dans des régions, dans des fibres de très petite dimension. Une fibre optique, ça fait 4 microns, hein, de 4 à 8 microns, donc c'est tout petit, seul le laser permet de faire ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que du côté de 1 à 5 microns, excusez-moi, donc ici vous avez la transparence, l'atténuation, oui, donc l'absorption des fibres optiques, donc qui sont de la silice en fonction de la longueur d'onde. Et vous voyez que par exemple à 1,5 micron, eh bien la transparence du verre, donc la fibre optique, est très importante, et vous allez pouvoir envoyer un photon sur des milliers de kilomètres sans qu'il soit absorbé. Alors il faut bien comprendre, et ceci avec des débits d'information très importants, parce que le laser aussi a des débits d'information très importants. Un exemple typique, à l'heure actuelle, vous envoyez 10 terabits par seconde à 3000 km. L'Encyclopédia Universalis, c'est 1 terabit. Donc vous envoyez l'Encyclopédia Universalis en 1/10 de seconde à 3000 km. Et évidemment, ceci est à l'origine de la révolution d'Internet. Encore une fois, je vous avais dit que l'optoélectronique a bouleversé votre vie de tous les jours. À chaque fois que vous tapotez sur votre ordinateur, eh bien, il y a des bits d'information qui courent quelque part en passant par un laser à semi-conducteur qui envoie ces photons dans ces fibres optiques. Voilà. Alors, j'en ai quasiment fini. Maintenant, j'aimerais passer quelques secondes sur les frontières. J'insiste sur les frontières parce que je pense que de toutes les disciplines, je voudrais pas faire trop de chauvinisme, mais c'est vrai que l'optoélectronique est l'une des disciplines les plus dynamiques à l'heure actuelle en ce qui concerne les sciences dures. Il ne se passe pas d'année où il n'y a pas de bouleversement à l'heure actuelle important. Alors, j'en ai listé un certain nombre. Évidemment, je ne vais pas avoir le temps de les aborder. Je voulais parler des nouvelles longueurs d'onde, je vais en dire un mot. Les attosecondes, je crois que c'est tout à fait spectaculaire. Je ne parlerai pas des oscillateurs optiques ou des cristaux photoniques, je n'en ai pas le temps. Alors, comme je vous l'ai dit, l'optoélectronique investit des nouvelles zones spectrales notamment. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une nouvelle zone spectrale? Les voici. Ce que j'ai représenté ici, je vous rappelle, l'optique et l'électromagnétique ne font qu'un. Les ondes radar, les ondes télé, HF, les ondes radar, PLS-C, les ondes millimétriques, l'infrarouge moyen, l'infrarouge proche, le visible, les rayons X, tout ça, ce sont des ondes électromagnétiques. Alors qui vont, par exemple, en ce qui concerne les fréquences, de 10 MHz à 1 pétahertz, hein, pour l'UV. En ce qui concerne la grosseur du photon, un photon de télévision, c'est un gros monstre. Un photon de télévision, c'est 30 mètres, alors qu'un photon UV, c'est 0,3 microns. Un photon de télévision, c'est un nain énergétique, c'est 40 nanoélectronvolts, alors qu'un photon UV, c'est 4 électronvolts, comme on vient de le voir. Eh bien, il y a cette région entre les ondes radio et les ondes optiques qui était une terra incognita, qui était une région où on ne disposait pas, il y a encore quelques années, de sources vraiment efficaces dans cette zone-là. Et l'optoélectronique, maintenant, grâce au laser, aux nouvelles sources laser, eh bien, commence à investir ce domaine des terahertz, c'est cette terra incognita qui est restée complètement cachée et inexplorée pendant des années. Alors, l'une des applications, je ne peux pas résister à vous montrer un exemple d'application qui est tout à fait spectaculaire, c'est celui des applications dans le domaine des sécurités, c'est celui de l'observation à travers les vêtements. Alors, comment est-ce que ça se passe? Il faut savoir que même dans les matériaux opaques, hein, même à travers cette feuille, eh bien, les photons pénètrent. Il faut le savoir, ça s'appelle une onde évanescente. Ils pénètrent, excusez-moi, ils pénètrent sur une longueur qui est d'à peu près quelques longueurs d'onde. Alors là-dedans, ça pénètre d'1 micron, c'est pas très spectaculaire, mais en revanche, lorsque la longueur d'onde fait 300 microns, comme dans le térahertz, eh bien, il va pénétrer de plusieurs millimètres. Et donc être capable de traverser des objets qui sont normalement opaques. Alors, le premier type d'application, évidemment, c'est de laisser libre cours à votre voyeurisme, mais évidemment, le plus important, ce sont les applications de type sécurité. Ce que j'ai représenté ici, c'est une vision dans le domaine des terahertz qui a été faite par un laboratoire américain, le Jefferson Lab. Alors ça, c'est vu dans le visible, et ça, c'est vu dans le terahertz. Et vous voyez que l'onde terahertz était capable de traverser le papier du journal pour aller sentir, par onde évanescente, le couteau qui était caché. Et je terminerai maintenant sur un autre domaine absolument fascinant
de l'optoélectronique, c'est ceux des temps très courts. Ça vraiment, là encore, c'est un domaine où il n'y a pas une année où il n'y a pas une percée importante. Et la percée, vous êtes quasiment un des premiers à le savoir, parce que c'est vraiment depuis quelques mois, donc on parle des attosecondes, c'est la percée du côté des attosecondes. Attoseconde, c'est 10-18 secondes. 10-18 secondes. Voilà, je l'ai écrit avec les zéros pour vous imaginer bien ce que c'est. Alors, juste pour vous dire, il y a autant d'attosecondes dans une seconde que de secondes depuis la création de l'univers. Faites le calcul, ça prend 2 secondes. Alors, 365 jours, 24 heures par jour, 10 milliards d'années, c'est très rapide. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour créer des impulsions extrêmement courtes, eh bien, il faut des ondes qui aient des fréquences très élevées. Quelle est finalement l'impulsion la plus courte qu'on puisse faire? Quelle est l'impulsion la plus courte qu'on puisse faire avec une onde électromagnétique? Eh bien, c'est une seule oscillation d'onde électromagnétique. Eh bien, on a des nouvelles technologies. L'optoélectronique nous offre des nouvelles technologies pour découper une seule oscillation du champ électromagnétique. Et lorsque vous êtes effectivement au térahertz, puisque dans le visible, on est, excusez-moi, au pétahertz. Excusez-moi, alors 10 puissance 15 Hertz. Si vous êtes dans le visible, 10 puissance 15 Hertz, eh bien vous êtes capable de découper une tranche de 10-15 secondes. 10-15 secondes, c'est une femtoseconde, et on va même plus loin maintenant, puisqu'on est rentré dans le domaine des attosecondes. Il y a de nouvelles techniques. Ce que j'ai représenté ici, c'est la durée de ces impulsions minimales, en fonction du temps, de 1960 à 2005. Vous voyez l'électronique, qui au début a commencé fort, mais petit à petit a commencé pourquoi? Parce que les ondes électromagnétiques de l'électronique, c'est l'ordre du gigahertz, donc on ne peut pas aller bien au-dessus, alors que l'optoélectronique qui a trait à la lumière, eh bien, est capable de nous fournir et de rentrer dans le domaine des attosecondes. Alors, il faut savoir qu'un électron met 150 attosecondes pour faire le tour de l'atome d'hydrogène. Donc on va avoir une technique pour photographier un électron qui fait le tour tranquillement de l'atome d'hydrogène dans pas très longtemps. Et c'était là-dessus que je voulais conclure mon exposé, c'est que effectivement on voit bien là l'aspect cercle vertueux de ce type d'activité, c'est que la science fondamentale a fourni des technologies et ces technologies en florissant, eh bien fournissent aux sciences fondamentales les possibilités d'investiguer des nouveaux domaines du savoir et de la connaissance de l'univers. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Nous allons passer aux questions. Je les ai assommés. Oui. Est-ce qu'il y a des questions? Une question au milieu. Voilà. Juste là. Bonsoir. Oui, je veux savoir en quoi la physique quantique apporte une solution dite ultime pour la génération de nombres aléatoires et pour la cryptographie. Ah, c'est un autre domaine. C'est un autre domaine. Il est exact que j'aurais pu effectivement vous dire, tout à l'heure, lorsque je vous ai dit que l'électron avait une fonction d'onde, je ne vous ai pas dit ce que c'était que cette fonction d'onde. Eh bien, cette fonction d'onde, c'est une densité de probabilité. C'est-à-dire que l'électron est fondamentalement un caractère fondamentalement aléatoire, et en utilisant ce caractère fondamentalement aléatoire de l'électron, eh bien, vous pouvez effectivement générer des codes l'aspect aléatoire est le plus fondamental que vous pouvez trouver, puisqu'il s'agit là de l'indétermination, ce qu'on appelle les règles de Heisenberg, l'indétermination fondamentale de la mécanique quantique. D'autres questions? Oui. 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 Si vous pouvez expliquer le principe, par exemple, des affiches qu'il y a dans le métro, il y a plein de petits points, plus ou moins dilatés, et de quand date ce principe? Les anciennes affiches, c'était de l'encre. Les nouvelles affiches, c'est plein de petits points, tout ça, quand on regarde de très près, les affiches qu'il y a dans le métro.
Il y a plusieurs technologies. Il y a la technologie SNCF. C'est très astucieux. Ce sont des petites. Si ce ne sont pas des diodes d'électroluminescente, c'est tout bêtement des systèmes électromécaniques. Ce sont des petites vannes. Hein, vous avez des. Je ne sais pas si vous parlez de ça. Hein, ce sont des. Il y en a aussi d'ailleurs sur les panneaux, mais ça n'a rien à voir avec l'optoélectronique. Ce sont des petites plaquettes de métal qui sont noires d'un côté et jaunes de l'autre. Elles sont sur un axe et cet axe est lié à un petit électroaimant. Et en appliquant une tension à l'électroaimant, vous faites tourner dans un sens ou dans l'autre la plaquette. Et bon, ça c'était des technologies très anciennes qu'on voit encore un petit peu, mais qui ne sont pas, qui n'utilisent pas l'optoélectronique. Une question à droite. Oui. Bonsoir. Je voulais vous demander, apparemment, vu qu'il y a un continuum entre les fréquences électroniques et les fréquences radio, est-ce qu'il y a des photons radio ? Ah oui, il y a des photons radio. Encore une fois, la dualité onde-corpuscule est bien établie. C'est-à-dire que une onde électromagnétique est en même temps une onde et en même temps une particule. Alors évidemment, il y a des domaines dans lesquels on comprend mieux les choses en termes d'ondes qu'en termes de particules. C'est vrai qu'une onde de télévision, on voit plus une onde qu'un train de photons. Mais quand vous faites de l'astrophysique, je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais quand vous faites de l'astrophysique, que vous étudiez la lumière émise par les galaxies lointaines dans les ondes radio, les photons radio vous arrivent photon à photon. D'accord ? Donc on a bien vérifié, il est assez facile de vérifier en faisant de l'astrophysique interférentielle par exemple, que les ondes radio émises par les galaxies lointaines vous arrivent photon par photon. Alors c'est des gros photons, hein. C'est des photons qui font une trentaine de mètres, une centaine de mètres, donc on n'a pas tellement l'habitude de raisonner comme ça, mais ce sont bien des photons. Une question au fond. Voilà. Bonjour. Moi, c'était au niveau de, comme vous parliez là d'informations sur la phase de la lumière, comme vous parlez d'attosecondes, est-ce qu'il sera possible un jour d'avoir une information sur la phase d'une détection lumineuse dans le visible? L'information de la phase d'une détection lumineuse, après j'ai pas entendu. Dans le visible. Dans le visible. Alors. Et faire de l'interférométrie peut-être. Oui. On sait. Alors évidemment, c'est un autre aspect. On sait mesurer la phase. On sait mesurer la phase des photons qui arrivent. On utilise par exemple l'interférométrie, où il y a d'autres techniques. Et je peux vous dire que les astrophysiciens à l'heure actuelle, ou les astronomes, et notamment il y a une équipe extrêmement connue et performante à l'ONERA, détectent, quand ils font une image d'une galaxie lointaine, ils détectent bien la phase, ils utilisent l'information de phase. Elle est tout à fait fondamentale. J'ai évidemment pas eu le temps de l'expliquer. Alors évidemment, ça posera des gros problèmes dans le domaine de l'attoseconde. Définir une phase dans le domaine de l'attoseconde, ça pose des problèmes insensés. Une question au milieu. Vous avez dit que selon Planck, la lumière arrivait par paquets HF. Et vous avez failli appeler ces HF des photons. Autrement dit, Planck aurait interprété l'effet photoélectrique. Or, à ma connaissance, c'est Einstein. Et je crois que Planck a quantifié l'oscillateur, mais il n'a pas introduit le photon. Et pendant que j'ai le micro, vous avez également dit que le diamant était le meilleur semi-conducteur. Le diamant est le meilleur semi-conducteur, oui. Je comprends pas. Pourquoi c'est le meilleur? Alors le diamant, c'est un semi-conducteur. Vous le voyez. Une des premières façons de le voir, c'est qu'il est transparent. À partir du moment où un objet est transparent, c'est qu'il est ou isolant ou semi-conducteur. Le silicium, lui, comme il a un gap petit, il absorbe toute la lumière du soleil, donc il est opaque. Mais le diamant, qui a un gap grand, il laisse passer toute la lumière du soleil et il est donc transparent. Mais si vous arrivez à mettre des électrons à doper le diamant, et Dieu sait que c'est difficile, c'est le meilleur des semi-conducteurs. Il conduit magnifiquement la chaleur.
Donc vous pouvez avoir ce qui limite les microprocesseurs, excusez-moi, on est un tout petit peu à la limite de mon exposé, ce qui limite à l'heure actuelle le microprocesseur, c'est la fonte du silicium. Les microprocesseurs travaillent à la limite de la dissipation thermique de la chaleur qui est engendrée par les opérations logiques. Le diamant qui conduit très très bien la chaleur, vous le savez bien, c'est une des applications industrielles, eh bien se débarrasse de la chaleur et effectivement c'est un des meilleurs semi-conducteurs. Quand on arrivera à le doper, il remplacera probablement le silicium, mais peut-être dans 100 ans ou 200 ans, je ne sais pas. Oui, j'ai été un peu impressionné par la détection, si vous voulez, des flux sanguins, par exemple dans la main, oui, par, disons, le rayonnement infrarouge qui était émis. Et je ne sais pas si vous... Enfin, on est ici dans une faculté de médecine et je m'excuse de partir sur une direction un peu médicale. Si vous voulez, il est connu que... Si vous voulez, dans le problème du cancer du sein, par exemple, hein, oui, quand la tumeur se fait, il y a une élévation de température, à tel point que pour détecter, on badigeonnait le sein avec des substances, comment dirais-je, mésomorphes, des cristaux liquides, c'est ça, et la couleur varie. C'était une manière de détecter, si vous voulez, ces sources de chaleur, oui, anormales. Oui. Et je me demande si, disons, vos détecteurs infrarouges miniatures pourraient faire des cartes, si vous voulez, j'ai pas idée, si vous voulez, de la différence de température, si vous voulez, normalement, en surface, le corps humain, c'est 37 degrés, etc. Et je me demande si... C'est ma question, je vais répondre. Alors, d'abord, il faut que vous sachiez que un détecteur quantique infrarouge voit des écarts de température extrêmement faible. Typiquement 0,005 degrés Celsius. Donc vous imaginez bien que une métastase, une cellule, enfin un petit nodule cancéreux qui effectivement, on le sait bien, est plus chaud qu'une cellule normale est détectable. Donc il y a des gens qui effectivement font profession du fait qu'on peut utiliser les caméras infrarouges pour faire pour diagnostiquer, faire des diagnostics préliminaires du cancer du sein. Le problème, c'est que le corps humain est un milieu extrêmement diffusant, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de mal, une onde électromagnétique, enfin une onde lumineuse, a beaucoup de mal à pénétrer plus que quelques millimètres. Un exemple précis, votre doigt, il passe le rouge. Vous savez que vous êtes totalement transparent dans le rouge. Mais pourtant, quand vous voyez à travers votre doigt, vous ne voyez pas le rouge. Pourquoi ? C'est pas parce que le rouge a été absorbé, il passe le rouge, mais il a été extrêmement diffusé. Et donc c'est pareil, on n'arrive pas à rentrer, on n'arrive pas à récupérer l'information de l'élévation de température, parce que les nodules généralement sont trop profonds. Mais il y a des gens qui font cette recherche, il y a des gens qui essayent de trouver des solutions. Emmanuel Rosenscher, merci beaucoup.